Amélia nettoyait les sols du manoir où personne ne connaissait son nom, jusqu'au jour où Julien Dubois, un millionnaire impitoyable, décida de l'inviter à son gala somptueux. Non par gentillesse, mais par pure malice. Il désirait la voir humiliée devant l'élite de la ville. Ce qu'il n'avait pas prévu, cependant, c'est qu'elle ferait une entrée spectaculaire, vêtue de vert émeraude, se déplaçant avec la prestance d'une reine. Et cette nuit-là, Julien apprendrait une dure vérité: ne jamais sous-estimer la force silencieuse d'un passé oublié. Il était 6h40 du matin lorsque les pas rapides de Julien Dubois résonnèrent sur le marbre du manoir. Il descendit le grand escalier, parlant fort au téléphone, donnant des directives sur l'événement de la saison. Au pied du hall, agenouillée, Amélia frottait méticuleusement une tache de vin séché. Elle était là depuis 5h du matin, comme à son habitude quotidienne. « J'exige une perfection absolue », déclara Julien sans même lui jeter un regard. 500 invités, la presse, les politiciens, cette fête me mettra en couverture de Forbes. Après avoir raccroché, il s'arrêta près d'Amélia. Il l'observa quelques secondes, un léger sourire cynique flottant sur ses lèvres. « Au fait, vous venez à la fête, en tant qu'invité, » annonça-t-il. « Je veux que vous goûtiez à la haute société. » Amélia se leva lentement, perplexe. « Monsieur, allez vous préparer. Vous sourirez. Vous vous assiérez à la table principale, » lui ordonna-t-il. Il inclina la tête, un éclat cruel dans les yeux. « Et vous apprendrez ce qui arrive quand on oublie sa place. » Amélia ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta d'un léger hochement de tête et s'éloigna, poussant son chariot de nettoyage le long du couloir. À l'intérieur, son âme tremblait, mais son visage restait impassible. Après tout, elle avait maîtrisé l'art de la survie silencieuse des années auparavant. Ce manoir était son champ de mine personnel. Chaque meuble opulent, chaque regard désapprobateur d'un invité, chaque bonjour ignoré. 2 ans auparavant, elle avait abandonné le nom de famille Durand, adoptant une existence anonyme, cachée derrière des tabliers et des routines. Julien n'avait aucune idée de la femme qui cirait les parquets de sa salle des trophées. Mais ce jour-là, quelque chose en lui avait changé. Ce n'était pas l'invitation en soi qui la blessait, c'était le ton sous-jacent, la certitude absolue qu'elle était destinée à être le spectacle de la soirée, non pour sa grâce, mais pour son humiliation. À la fin de son service, dans sa petite chambre de bonne exiguë, Amélia s'assit au bord de son lit, les épaules voûtées. Elle fixait la nudité du mur jaune délavé quand elle remarqua quelque chose glisser entre les vieux livres sur l'étagère, une enveloppe. Curieuse, elle la sortit et découvrit une photographie froissée. Figée dans le temps, son visage la regardait, elle, à son apogée. La photo avait été prise 5 ans plus tôt, sur la scène du Grand Théâtre de la ville, après sa dernière représentation en tant que pianiste classique. Elle portait une robe cobalt ample, et à ses côtés, souriant, se tenait le maestro Arthur Leclerc, son père. Les journaux l'avaient proclamé l'avenir de la musique classique du pays. Mais cet avenir ne s'est jamais concrétisé. Amélia ferma les yeux. Elle sentit la vieille douleur ressurgir, comme si c'était hier. La ruine soudaine de la famille, les accusations publiques contre son père, la frénésie médiatique, la nuit où il a disparu, et puis le silence. Les mêmes personnes qui lui faisaient autrefois des ovations debout traversaient maintenant la rue pour l'éviter. Seule, sans un sou, à la dérive, elle a effacé son passé, changé son nom, et a cherché refuge là où personne ne regarderait, parmi les produits de nettoyage d'un manoir ordinaire. Mais maintenant le passé était revenu, et Julien Dubois, sans le savoir, venait d'allumer une allumette dans une poudrière. C'est cette nuit-là, tenant cette photographie de ses mains tremblantes, que tout a commencé à se transformer. Avant la chute, il y avait eu de la lumière. Amélia avait fleuri au milieu des partitions musicales, des voix harmonieuses et des applaudissements retentissants. Fille unique du maestro Arthur Leclerc, elle respirait l'art depuis l'âge de 5 ans. Elle commença à jouer du piano dès la petite enfance, et à 15 ans, elle se produisait déjà sur des scènes internationales. Pendant que d'autres jeunes filles prenaient des selfies lors de fêtes,
Elle mémorisait Chopin et Rachmaninoff. Sa vie était une symphonie de notes musicales, de voyages culturels et de pages mondaines. Nuit après nuit, elle s'asseyait devant le piano, sous les projecteurs, captivant le monde. Mais ce qu'elle désirait le plus que la célébrité, plus que le succès, était de maintenir l'héritage de son père. Arthur Leclerc n'était pas seulement un génie de la baguette, il était son plus ardent admirateur. Son sourire après chaque concert avait plus de valeur que n'importe quelle critique de presse. Amelia croyait sincèrement que rien ne pouvait ternir ce royaume de beauté et de discipline, jusqu'à ce que le silence s'installe. Une enquête discrète révéla que la Fondation Leclerc, qui finançait des programmes musicaux communautaires, était impliquée dans des détournements de fonds. Des documents firent surface, des témoignages, des accusations de blanchiment d'argent, de fraude fiscale, de dons irréguliers. Tout s'effondra en quelques semaines. La presse, qui l'avait autrefois louée, se transforma en prédatrice. Les titres passèrent de prodiges à complices. Elle eut à peine le temps de saisir ce qui se passait lorsqu'elle reçut la nouvelle dévastatrice. Son père avait sauté du haut d'un bâtiment abandonné en centre-ville. Son corps fut retrouvé avec une lettre, mais Amelia n'eut jamais le courage de la lire. Le scandale fut comme de l'acide. Il dissout sa réputation, ses perspectives, ses amis, sa foi. Les portes qui s'ouvraient autrefois sans effort claquèrent désormais avec une froide finalité. Les invitations cessèrent. Le piano de leur maison fut vendu, de même que sa dignité. Elle tenta de résister. Elle essaya de prouver son innocence, de recommencer en tant que professeur de musique. Mais aucune école ne l'accepterait. Les parents se plaignaient. « Nous ne voulons pas de cette femme près de nos enfants. » Alors elle disparut. Elle déménagea dans un autre quartier, un autre cercle, changea de nom. Elle devint simplement Amelia, et elle s'offrit pour tout type de travail tant que c'était loin de la scène. C'est ainsi que, il y a 2 ans, elle arriva sur le pas de la porte du manoir du Bois. Julien ne posa pas beaucoup de questions. Il avait besoin de quelqu'un pour le nettoyage. Elle avait besoin de manger. L'accord était tacite. Et pendant longtemps, Amelia crut que c'était le maximum qu'elle pouvait espérer de la vie. Jusqu'à maintenant. Tenant la photographie, le souvenir de son père palpitant dans sa poitrine et l'humiliation imminente, elle comprit que quelque chose de bien plus grand que l'orgueil était en jeu. C'était son identité, son récit. Et Julien pensait toujours qu'il pouvait jouer avec elle. Elle se réveilla le lendemain comme toujours, 4h45 du matin. Son corps bougeait instinctivement, une créature d'habitude. Elle descendit les escaliers en silence, portant les mêmes baskets usées, et prépara le café pour le personnel du matin. Mais intérieurement, quelque chose n'allait pas. L'invitation de Julien résonnait encore dans son esprit comme une moquerie ressassée. Il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'il la jetterait parmi les riches et les vaniteux et attendrait le moment où elle trébucherait au milieu de l'argenterie, des blagues codées et des regards méprisants. Pendant le petit déjeuner, elle entendit Julien au téléphone dans le salon principal. « Oui, Grégoire, ce sera inoubliable. » Une pause, un rire étouffé. Imaginez une femme de ménage essayant de se mêler aux diplomates. Silence. Un autre rire. Une leçon sur la place de chacun. Le public va adorer. Elle se figea, tasse de thé à la main. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas un délire. C'était une performance. Et elle était l'actrice principale. Elle passa la journée en mode automatique, nettoyant les sols, dépoussiérant les meubles, mais son esprit s'emballait. Elle envisagea de partir, d'abandonner tout, de disparaître à nouveau. Mais une question persistante déchirait sa paix. Combien de temps fuirez-vous, celle que vous êtes? En fin d'après-midi, elle retourna dans sa petite chambre étouffante. Elle s'assit au bord du lit et ouvrit le tiroir où elle gardait ses rares effets personnels. À l'intérieur, soigneusement plié, se trouvait un mouchoir brodé de ses vraies initiales. A.L. Elle le porta à son visage. Elle inhala l'odeur ancienne, préservée par le temps. Les larmes vinrent sans y être invitées. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était de la mémoire, c'était le désir de son vrai moi. Cette nuit-là, elle dormit mal. Elle rêva de son père.
Il se tenait, dos à elle, dirigeant un orchestre invisible. Quand elle essaya de l'appeler, il tournait le visage, et c'était celui de Julien. Elle se réveilla en sueur, haletante, avec la sensation de perdre de nouveau sa voix. C'est le 3e jour, alors qu'elle nettoyait les fenêtres de la bibliothèque, que le destin intervint. Il y avait une étagère de livres anciens, beaucoup intouchés. En poussant un épais volume de littérature anglaise, une feuille volante en tomba. C'était un vieux programme de concert. Et parmi les noms de la soirée, il y avait elle, Amélia Leclerc, soliste invitée. Son nom, fièrement imprimé, comme si sa présence là était tout à fait naturelle. Elle porta le papier à la fenêtre. La lumière du matin filtrait à travers le papier fin, de couleur crème, et quelque chose en elle craqua. Si Julien veut un spectacle, il l'aura, mais pas celui qui l'attend. Cette nuit-là, elle sortit secrètement son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. Ça sonna, ça sonna, ça sonna. « Allô ?» répondit une voix tremblante et familière. « Anna ?» Une pause. « Ah, Amélia, j'ai besoin de ton aide. » À l'autre bout du fil, un soupir qui semblait porter le poids du monde. « Je croyais t'avoir perdu. » Amélia ferma les yeux. Peut-être qu'elle s'était perdue. Mais maintenant, elle voulait être retrouvée. Avez-vous déjà eu besoin de cacher qui vous êtes vraiment, juste pour continuer d'avancer? Avez-vous déjà prétendu être moins que ce que vous êtes, juste pour ne pas déranger? Si cela vous est arrivé, laissez un « oui » dans les commentaires ci-dessous. C'est juste un mot, mais ça me montre que vous êtes là, et que cette histoire touche des cœurs qui savent exactement à quel point ça fait mal de s'oublier. Le lendemain matin, Amélia prit le métro pour la première fois depuis des mois. Elle descendit dans un vieux quartier où les rues portaient encore l'odeur des boulangeries et le son des enfants qui jouent. Là, au bout d'une allée recouverte de lierre, vivait Anna Moreau, une couturière à la retraite, autrefois créatrice de robes pour des étoiles désormais oubliées. Amélia frappa doucement. La porte grinça et, derrière elle, apparut une femme âgée aux cheveux blancs, tirés en chignon et aux mains marquées par le temps. Pendant une seconde, elles restèrent silencieuses. Et puis, Anna laissa tomber le tissu qu'elle tenait. « Amélia Leclerc !» Elles s'embrassèrent là, sur le seuil, comme si elles fermaient un cercle oublié. Dans la petite pièce remplie de vieux patrons et de tissus, Amélia expliqua. Pas tout, mais assez. La fête, l'invitation, l'intention cachée. Anna écouta en silence, les yeux embués. Quand Amélia eut terminé, elle se leva sans un mot et se dirigea vers l'arrière-boutique. De là, elle revint avec une robe soigneusement protégée par une housse de lin brut. « J'ai fait ce modèle il y a 3 ans. Il n'a jamais été porté. Il vous attendait, dit Anna. Je savais qu'un jour vous vous souviendriez de qui vous êtes. » Amélia ouvrit la housse et haleta. La robe était un spectacle en soi. Vert émeraude, avec un subtil miroitement de cristaux brodés à la main, elle capturait la lumière comme si elle possédait une vie propre. Le décolleté dans le dos plongeait en un V profond, entrecroisé de fines bretelles. La longue jupe tombait en couches légères, avec une traîne qui coulait comme de l'eau. C'était audacieux, c'était époustouflant, c'était impossible à ignorer. « Je ne peux pas porter ça, » murmura Amélia. « Si, vous pouvez, » répondit Anna, « parce qu'il ne s'agit pas de la fête, il s'agit de vous, il s'agit de rappeler au monde, et à vous-même, ce que personne ne peut voler, votre présence. » Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Amélia accrocha la robe au mur. Elle s'assit face à elle, et pour la première fois depuis des années, commença à se revoir. Elle ne savait pas si ça marcherait, mais pour la première fois, elle voulait essayer. Le lendemain, le manoir semblait inchangé, mais Amélia, non. Tandis qu'elle essuyait le grand escalier, son esprit était ailleurs. Il était sur les noms de la liste des invités, qu'elle avait mémorisés en silence chaque fois que Julien laissait des documents sur la table. Des magnates des affaires, des diplomates, des personnalités publiques. Certains, elle les connaissait personnellement du passé. D'autres n'étaient que des ombres de la haute société qui l'avaient ignorée quand tout s'était écroulé. Ce soir-là, elle retourna dans sa petite chambre et ouvrit le carnet qu'elle avait acheté avec ses dernières économies.
Dedans, elle commença à noter chaque nom, chaque visage, chaque vulnérabilité. Elle les revoyait mentalement comme si elle étudiait une partition musicale. Le docteur Édouard Dubois, ancien ministre de la Culture, un vieil ami de son père. Clara Leroy, conservatrice d'art, qu'il avait consultée des années auparavant. Robert Leclerc, magnate du secteur financier, ancien investisseur de la Fondation Leclerc. Un par un, elle traça ces visages, non pas pour impressionner, mais pour se rappeler qu'elle avait été leur égale. Au cours des dernières heures, elle s'entraîna devant le miroir comme si elle répétait une performance. « Bonsoir, docteur Dubois. C'est un plaisir de vous revoir. »« Oui, Clara, je suis toujours passionné par Kandinsky, mais maintenant j'étudie l'art africain contemporain. » Chaque phrase était un pas en arrière vers son centre. Chaque simulation, une fissure dans le silence qui l'avait englouti pendant des années. Le jeudi, jour de l'événement, elle se réveilla à 5 heures du matin, termina son travail à midi et monta discrètement l'escalier de service avec le sac contenant la robe, pliée comme si elle était sacrée. Elle ressentait de la peur, elle ressentait du doute, mais par-dessus tout, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas reconnu depuis longtemps, de l'anticipation. L'idée de se tenir devant ceux qui l'avaient enterrée, non pas par vengeance, mais comme une réaffirmation silencieuse, était la flamme qui allumait quelque chose d'ancien en elle, le genre de flamme qui éclairait autrefois les scènes. Et cette nuit-là, la scène serait différente. Il ne restait que quelques heures avant le début de la fête. Dans la pièce arrière étouffante du manoir, Amélia faisait face au miroir, la robe toujours suspendue. Le silence était aussi épais que l'anxiété qui gonflait dans sa poitrine. Ses mains tremblaient. Sur le lit, éparpillés comme des pièces d'un rituel, se trouvaient les accessoires empruntés à Anna, de vieilles boucles d'oreilles émeraudes, une pochette en velours sombre et un délicat collier qui semblait murmurer des histoires. Mais c'était la robe qui occupait tout l'air de la pièce. Elle la retira de sa housse. Elle sentit le tissu glisser comme de l'eau entre ses doigts. Elle s'habilla lentement, comme pour ne pas effrayer la femme qu'elle avait été. Et quand elle eut fini de se préparer, un instant, elle hésita. Elle se regarda dans le miroir. L'image était puissante. Le verre émeraude reflétait la lumière jaunâtre, comme si elle brillait de l'intérieur. La coupe accentuait sa silhouette avec une élégance tranchante, et son visage, rehaussé d'un léger maquillage, respirait le contrôle. Mais en elle, l'abîme murmurait toujours « Et s'il se moque de toi? Et si personne ne se souvient? Et si c'est encore pire que ce que tu imagines ?» Amélia prit une profonde inspiration. Elle ferma les yeux. Elle se rappela un vieux moment, quand son père, en coulisses d'un concert, avait remarqué qu'elle tremblait avant de monter sur scène. Il avait simplement dit « Tu n'as pas besoin de montrer du courage, tu as juste besoin de marcher même avec la peur. » Elle ouvrit les yeux. Un léger sourire effleura le coin de ses lèvres. Elle ne savait pas ce qu'elle allait rencontrer en bas. Mais elle savait que cette fois, ce n'était pas une fuite. C'était une affirmation. Elle enfila ses talons comme on enfile une armure. Elle ajusta le collier autour de son cou. Et elle descendit l'escalier de service à pas lents, mais fermes, comme quelqu'un qui revendique son propre nom. Lorsqu'elle s'arrêta devant les portes de la salle de bal principale, les sons de la fête remplissaient déjà l'air. Rires, tintements de verre, musique d'ambiance. Amélia expira lentement. Elle posa sa main sur le bouton de porte doré. Elle était prête, ou du moins, suffisamment prête pour ne plus se cacher. Quand Amélia poussa les portes de la salle de bal, le temps sembla s'arrêter. Le son de la fête, auparavant vibrant et chaotique, fit place à un étrange silence partiel, comme si quelque chose avait été coupé dans l'air. La salle de bal était un spectacle d'extravagance. Lustres en cristal, violons ténus, tables ornées de fleurs blanches et de lumière ambrée. Et là, parmi les magnates des affaires, les diplomates et les célébrités, elle apparut, vêtue de vert émeraude, comme une fissure vivante dans le paysage doré. La longue traîne de sa robe flottait derrière elle comme une fumée noble. Les cristaux brodés captaient subtilement les lumières, créant l'illusion d'étoiles pulsantes en mouvement. Ses cheveux, attachés en chignon bas, révélaient le décolleté plongeant audacieux, une caractéristique audacieuse et indéniable. Elle ne marchait pas, elle glissait.
Les conversations moururent une à une, comme des bougies éteintes par le vent. Au centre de la salle de bal, Julien Dubois sirotait son whisky tout en divertissant un groupe d'investisseurs. Il riait bruyamment, confiant, maître de tout, jusqu'à ce qu'il remarque que les regards autour de lui n'étaient plus sur lui. Il suivit leurs regards, et il vit. Pendant une seconde, le verre faillit lui glisser des mains. La femme à l'entrée n'était pas l'employé qui nettoyait ses tapis. C'était autre chose, quelque chose qu'il ne comprenait pas, mais qui, d'une certaine manière, le menaçait. Amélia continua, pas ferme, menton haut. Elle traversa la salle de bal parmi des gens qui la regardaient en silence, essayant de la déchiffrer. Certains la reconnurent, d'autres le sentirent, simplement. Ce fut le diplomate à la retraite, le docteur Édouard Dubois, qui s'approcha en premier. Amélia, la voix émergea comme un murmure révérencieux. Elle s'arrêta, sourit délicatement. « Bonsoir, docteur. Ça fait longtemps. Mon Dieu, c'est vraiment vous. » Il lui tint la main comme on retrouve un bijou précieux. Leclerc, la fille du maestro Arthur, les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. « C'est elle? Amélia Leclerc? Mais je pensais qu'elle avait disparu. » Clara Leroy s'approcha incrédule. « Vous êtes merveilleuse. Je pensais que vous aviez quitté le pays. Je me suis quitté un moment, dit-elle calmement. Mais je suis de retour. » À ce moment-là, Julien s'approchait avec le sourire nerveux de celui qui tente de contrôler le chaos. « Amélia, quelle surprise. Je ne savais pas que je savais marcher droit, Julien. Non, bien sûr que non, c'est juste que... » Il chercha du soutien dans le regard de ses invités. Il n'en trouva aucun. « Merci pour l'invitation, » continua-t-elle. « Je n'aurais jamais imaginé qu'une salle de bal puisse devenir aussi silencieuse. » Elle regarda autour d'elle. Il y avait de l'admiration, il y avait du respect, mais surtout, il y avait de la mémoire. Les gens se souvenaient du talent, de l'héritage, de la femme qui avait soudainement disparu. « Êtes-vous de retour ?» demanda quelqu'un. « Pas encore, » répondit-elle. « Mais aujourd'hui, j'ai fait le premier pas. » Julien resta figé, diminué dans son propre domaine. Là, devant la femme qui renaissait par sa simple présence, il comprit ce qu'il avait fait. Il ne l'avait pas humilié. Il l'avait enflammé. 3 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où la salle de bal s'était tue devant Amélia Leclerc. La robe verte était soigneusement rangée dans une boîte de lin comme une armure qui n'avait plus besoin d'être portée quotidiennement. Elle n'était pas revenue sur scène, pas encore, mais elle avait recommencé à jouer, dans une pièce simple, à l'étage supérieur d'un centre culturel périphérique où elle enseignait le piano à des enfants boursiers. C'était samedi matin. La lumière du soleil filtrait par les hautes fenêtres, illuminant les touches blanches et noires comme si elle dansait. Amélia jouait lentement, accompagnant les petits doigts tremblants d'un garçon de 8 ans qui ratait le tempo, mais souriait dans son effort. « Respire, » dit-elle avec tendresse. « La musique n'est pas une course, c'est un voyage. » En arrière-plan, accroché au mur de la pièce, se trouvait un vieux portrait de son père, le maestro Arthur, avec le même regard serein qu'elle avait appris à porter. Pendant la pause café, elle descendit au jardin et trouva Julien Dubois qui l'attendait en silence, assis sur un banc de pierre. Il portait un jean, une simple chemise. Pas de montre de marque, pas de façade. « Tu es venu » dit-elle, surprise. « J'avais promis de venir voir le projet de mes propres yeux. Et qu'en penses-tu ? Je pense que tu n'as jamais été perdu. Je n'arrivais juste pas à voir, » dit-il, la regardant avec sincérité. « Et je suis vraiment désolé pour ça. » Elle hocha la tête, sans hâte, sans ressentiment. « Tu n'étais pas le seul à ne pas voir. Moi aussi, je me suis éteinte un moment. Accepterez-vous la proposition de la fondation ?» demanda-t-il. « Peut-être, mais maintenant je ne suis pas pressée, » répondit-elle. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas besoin de se presser pour prouver sa valeur. Une douce brise passa entre eux. « Tu veux monter ?» proposa-t-elle. « Il y a une salle de piano et du café. J'adorerais. » Ils entrèrent ensemble, sans projecteur, sans masque. À l'intérieur, une nouvelle mélodie commença à émerger.
parce qu'elle n'avait pas conquis le monde, mais elle avait conquis ce qui était en elle. Pendant longtemps, Amélia a cru qu'elle devait effacer des parties d'elle-même pour s'intégrer au monde. Elle pensait qu'en cachant son talent, son passé, même son nom, elle serait plus en sécurité, invisible, intouchable. Mais cacher qui nous sommes ne nous protège pas. Cela nous vide. La leçon la plus dure de son parcours n'était pas sur l'injustice ou l'arrogance des autres, c'était sur l'identité, sur la facilité de se perdre en essayant de survivre, et la difficulté de trouver le courage de se souvenir. Amélia n'est pas redevenue celle qu'elle était. Elle est devenue quelque chose d'encore plus grand, quelqu'un qui a connu le fond et qui a remonté à main nue. Quelqu'un qui a appris que la dignité ne vient pas d'un titre, ni d'un compte en banque, ni des vêtements. Elle vient de la posture, de la clarté, du silence qui porte la fermeté. Et maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être que cette histoire est aussi, au fond, une invitation pour vous. Peut-être avez-vous aussi effacé des morceaux de vous pour vous adapter. Peut-être que quelqu'un vous a fait croire que vous n'appartenez pas. Mais écoutez attentivement une chose. Vous n'avez pas besoin de vous cacher. Vous n'avez pas besoin de vous diminuer. Vous n'avez pas besoin de demander la permission d'être entier. Votre valeur est non négociable. Vous n'avez pas besoin d'une scène pour briller. Vous avez juste besoin, comme Amélia, de vous souvenir de qui vous êtes. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un j'aime. C'est juste un clic. Mais ça me montre que ça vaut la peine de continuer à écrire des histoires comme celle-ci. Et dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez. Je les lis tous, vraiment, et je réponds avec affection à ceux qui prennent un moment pour discuter ici avec moi. Si vous croyez au pouvoir d'histoire comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Chaque nouvel abonnement me donne la force de continuer cette mission. Et maintenant, ne partez pas. Choisissez l'une des histoires que j'ai laissées ici à l'écran et retrouvez-moi dans la prochaine vidéo.